Le cri perçant de la bouilloire déchira le silence de l'appartement comme un hurlement d'enfant abandonné. Amaury. Les yeux rougis par une nuit sans sommeil. Bondit de son lit défait. Trébuchant sur une pile de factures impayées qui jonchaient le sol. Putain de merde. Murmura-t-il en français teinté d'un accent américain hérité de son enfance à New York. Avant de se précipiter vers la cuisine où l'eau débordait déjà en un chaos fumant. Symbole parfait de sa vie en train de s'effondrer. C'était le 3e appel de la journée. Monsieur. Votre évier est bouché depuis des semaines. Et maintenant? C'est la chaudière qui rend l'âme. Avait gémi la voix au téléphone. Celle de son voisin du dessus. Un vieux retraité grincheux qui menaçait de couper l'eau si rien n'était fait. Amaury. 32 ans. Architecte freelance en exil parisien. N'avait plus les moyens de ses caprices domestiques. Son dernier contrat avec une firme new-yorkaise s'était évaporé dans les méandres d'une crise économique. Le laissant avec un visa en sursis et un cœur en miettes après la rupture avec son ex. Un mannequin français qu'il avait largué pour un producteur de cinéma plus glamour. Il composa le numéro du plombier d'urgence. Les doigts tremblants sur l'écran fissuré de son téléphone. Venez vite. S'il vous plaît. Tout s'écroule ici. La porte s'ouvrit sur un après-midi pluvieux de novembre. Le ciel de Paris pesant comme un linceul gris sur les toits haussmanniens du Marais. Amaury. En jean usé et sweat à capuche tachée de café. Recula pour laisser entrer l'homme. Celui-ci portait une boîte à outils cabossée. Une veste imperméable dégoulinante. Et un regard qui, en un instant, transperça l'âme d'Amaury comme une lame affûtée. Bonjour. Je suis Jules. Vous avez un problème d'eau? Sa voix était grave. Roulante. Avec cet accent du sud de la France qui évoquait les vignes de Provence et les secrets enfouis sous la terre rouge. 35 ans. Peut-être. Des boucles brunes humides collées au front. Une barbe de 3 jours ombrant une mâchoire carrée. Et des yeux verts. Profonds. Qui semblaient avoir vu trop de tempêtes pour leur âge. Amaury hocha la tête. Muet. Sentant une chaleur inexplicable monter en lui malgré le froid qui s'infiltrait par la porte béante. Par là. Balbutia-t-il enfin. Guidant Jules vers la cuisine exiguë où l'évier vomit encore un filet d'eau trouble. Tandis que Jules s'agenouillait. Retroussant ses manches pour révéler des avant-bras musclés marqués de tatouages discrets à un compas nautique. Un verre de Verlaine? Amaury s'adossa au chambranle. Observant en silence. Les gestes de l'ouvrier étaient précis. Presque poétiques, une clé à molette qui tournait avec la grâce d'un danseur. Un juron étouffé quand une pièce résistait. Et puis ce sourire fugace quand le débit se libéra enfin. Clair et pur. Ça y est. C'est bon. Mais votre chaudière. Elle a besoin d'un vrai shake-up. Je peux revenir demain si vous voulez. Jules se redressa. Essuyant ses mains sur un chiffon graisseux. Et croisa le regard d'Amaury. Il y avait quelque chose dans cette pose. Un fil invisible qui se tendait entre eux. Chargé d'électricité statique. Amaury. Habitué à la superficialité des bars gays de Pigalle où les regards glissaient comme de l'huile. Sentit son pouce accélérer. Rester pour un café? Il pleut des cordes dehors. Et. Merci. Vraiment. Jules hésita. Jetant un œil à sa montre. Son camionnette attendait en double fil. Chargé d'autres appels anonymes dans cette ville qui broyait les âmes. Mais il y avait dans les yeux d'Amaury une vulnérabilité qui le touchait. Un écho à sa propre solitude. Divorcé d'une femme qu'il n'avait jamais aimée vraiment à un mariage de façade pour plaire à sa famille provençale. Jules avait fui Marseille pour Paris 3 ans plus tôt. Cherchant dans les tuyaux des autres un sens à ses propres fuites intérieures. D'accord. Un café. Alors. Ils s'assirent à la table bancale de la cuisine. La vapeur du café montant comme un voile entre eux.
Amaury raconta d'abord les banalités, son arrivée à Paris 10 ans plus tôt. Un rêve d'architecture inspiré par les flèches gothiques de Notre-Dame. Comment New York l'avait forgé en un homme dur mais sensible. Avec ce goût pour les whisky single malt et les nuits blanches à esquisser des gratte-ciel qui n'existeraient jamais. Jules écoutait. Hochant la tête. Ses doigts épais serrant la tasse comme un ancrage. Puis, il parla à son tour, l'enfance dans un village olivier. Les dimanches à réparer les motos de son père. La découverte tardive de son désir pour les hommes lors d'un été étouffant où un touriste anglais avait embrassé sa vie à jamais. J'ai appris à réparer les choses cassées. Les canalisations. Les moteurs. Mais les cœurs. C'est plus dur. Le soir tomba sans qu'ils s'en aperçoivent. La pluie martelant les vitres comme un applaudissement distant. Amaury rit pour la première fois depuis des mois. Quand Jules imita l'accent yankee d'un client new-yorkais qu'il avait eu à réparer un chauffe-eau défaillant. Et quand leurs mains se frôlèrent en tendant le sucre. Ni l'un ni l'autre ne recula. C'était le début d'une réparation qui allait dépasser les murs de cet appartement étroit. Les jours suivants furent un tourbillon discret. Une danse hésitante dans les rues mouillées du Marais. Jules revint pour la chaudière. Mais resta pour le dîner, un coq au vin improvisé par Amaury. Arrosé de vin de Bordeaux volé à un ami galeriste. Il parlait jusqu'à l'aube. Passant des utopies architecturales d'Amaury aux ces ponts suspendus qu'il rêvait de dessiner sur la Seine. Inspiré des Brooklyn Bridge de sa jeunesse aux souvenirs de Jules. Ces nuits provençales où il fixait les étoiles. Se demandant si l'amour était une fuite ou un barrage. Leur corps se frôlait par accident, un effleurement dans la cuisine. Un regard prolongé sur le balcon où la tour Eiffel scintillait comme un phare lointain. Bientôt. Les accidents devinrent intentionnels. La première fois. Ce fut sous la douche. Après une journée de travail éreintante pour Jules et un rejet d'un portfolio par un client pour Amaury. L'eau chaude miraculeusement réparée au coulait en cascade. Et Jules, torse nu pour réviser un joint, se tourna vers Amaury qui l'observait. Les yeux brillants de frustration et de désir. « Viens » murmura Jules, tendant la main. Amaury s'approcha, laissant tomber sa chemise au sol. Et leurs lèvres se rencontrèrent sous le jet. Salées par l'eau et les larmes retenues. C'était un baiser affamé. Chargé de tous les silences accumulés, les nuits solitaires. Les amours avortés. Les identités cachées. Les mains de Jules, calleuses et tendres, tracèrent les contours du dos d'Amaury. Tandis que celui-ci s'abandonnait. Murmurant des « je t'en prie » en anglais mêlé de français. Leur idylle s'épanouit comme une vigne sauvage dans le béton parisien. Ils se promenaient le long de la Seine. Main dans la main sous les arcades du Louvre. Ignorant les regards obliques des passants. Amaury. Avec son héritage américain. Injectait dans leur routine une pointe d'exubérance, des dîners improvisés avec des burgers revisités au foie gras. Des soirées à écouter du jazz de Miles Davis sur un vieux vinyle rayé. Jules, plus terre à accent grave terre, apportait la stabilité, des pique-niques dans le jardin des Tuileries avec du pain frais et du fromage de chèvre. Des matins où il réparait non seulement les fuites de l'appartement, mais les fissures dans l'âme d'Amaury. Pourtant, sous cette romance naissante, des ombres planaient. Amaury n'avait pas dit à Jules son visa en péril. Cette menace d'expulsion qui le rongeait comme un tuyau corrodé. Et Jules taisait son passé, un frère aîné. Homophobe virulent, qu'il avait surpris avec un amant des années plus tôt et juré de le guérir à coups de poing. Ses secrets. Comme des joints mal scellés. Menacés d'éclater. Un soir de décembre, alors que les lumières de Noël illuminaient les Champs-Élysées d'un éclat factice. Le premier conflit éclata. Ils étaient au lit, enlacés dans les draps froissés. Quand le téléphone d'Amaury sonna. C'était son ex. Marc. Le mannequin au sourire carnassier. Appelant pour discuter affaire en réalité. Pour supplier un retour. Promettant des connexions à Hollywood.
Amaury raccrocha précipitamment. Mais Jules avait entendu le ton mielleux. Vu le trouble dans les yeux de son amant. C'était qui, demanda-t-il. La voix tendue comme un câble d'acier. Un fantôme. Éluda Amaury. Mais Jules se redressa. Les draps glissant sur son torse. Ne me mens pas. J'ai vu comment tu regardais ton téléphone ces derniers jours. Tu attends encore qu'il revienne? La jalousie. Cette vieille amie de Jules. Surgit comme une fuite soudaine. Amaury. Piqué au vif. Riposta, et toi? Avec tes silences sur ton passé? Tu crois que je ne vois pas tes cicatrices? Pas seulement celles sur ta peau? Les mots fusèrent. Acides. Jusqu'à ce que Jules, les poings serrés, se lève et part en claquant la porte. Laissant Amaury seul avec le froid qui s'infiltrait par la fenêtre mal isolée. Les jours suivants furent un purgatoire. Jules évitait les appels. Replongeant dans ses chantiers anonymes, réparait les vies des autres pour oublier la sienne. Amaury, lui, noya son chagrin dans le travail. Esquissant frénétiquement des plans pour un concours d'architecture qui pourrait sauver son visa à un pont reliant Paris à New York. Symbole d'un amour transatlantique. Mais la nuit, il revoyait les yeux verts de Jules. Et les larmes coulaient. Silencieuses. C'est Marc qui ralluma la mèche. Avec son opportunisme habituel. Il débarqua à l'appartement un après-midi enneigé. Une bouteille de champagne à la main. Les lèvres ourlées en un sourire séducteur. Amaury. Mon chéri. Oublie ce prolo. Viens avec moi à Cannes. J'ai un contact pour ton portfolio. Amaury. Affaibli par la solitude. Accepta un verre. Puis un baiser distrait. Vide. Qui ne fit qu'aviver son regret. Mais le destin. Ce grand scénariste parisien. Intervint, Jules. Appelé en urgence pour une fuite dans l'immeuble d'en face. Aperçut la scène par la fenêtre entr'ouverte. Le choc fut comme un coup de marteau sur une canalisation fragile, il s'effondra contre le mur. Le cœur en éclats. La confrontation eut lieu le soir même. Sous une pluie battante qui transformait les rues en rivières furieuses. Jules tambourina à la porte d'Amaury. Trempé jusqu'aux os. Les yeux rougis par la rage et la douleur. Traître. Tu m'as fait croire que c'était réel. Et toi? Tu retournes avec lui. Amaury. Encore imprégné de l'odeur du champagne. Tenta de s'expliquer, c'était une erreur. Jules. Une faiblesse. Mais toi. Tu n'as jamais fait confiance. Pas vraiment. Les accusations volèrent. Chacune plus tranchante que la précédente, la peur d'Amaury de l'engagement. La paranoïa de Jules née de son passé. Ils se hurlèrent dessus dans le salon exigu. Jusqu'à ce que Jules. Brisé. Murmure, je t'aime. Bordel. Et ça me terrifie. Amaury s'approcha. Les mains tremblantes. Et l'embrassa avec une urgence désespérée. La pluie dehors semblait applaudir leur réconciliation fragile. Mais les fissures étaient là. Plus profondes. Ils passèrent la nuit à se confier enfin, le visa d'Amaury. Les menaces du frère de Jules. On affronte ça ensemble. Promit Jules. Ses doigts entrelacés à ceux d'Amaury. Mais le destin avait d'autres plans. Le frère de Jules. Étienne. Un colosse au regard d'acier. Débarqua à Paris sans prévenir. Alerté par un appel anonyme, peut-être un collègue de chantier qui avait vu Jules main dans la main avec un étranger. Il traqua son cadet jusqu'à l'appartement d'Amaury. Un soir de fin janvier où la neige tombait en flocons lourds sur la ville endormie. Jules rentrait d'une longue journée. Épuisé. Quand la porte s'ouvrit sur Étienne. Ivre de vin et de fureur. Espèce de pédé. Maman est morte en pensant que t'étais normal. Et toi?
Tu salis le nom de la famille avec ça? La bagarre éclata dans le couloir sombre, point contre point. Cris étouffés par les murs épais. Jules, plus agile, esquiva les coups maladroits de son frère. Mais indirect au foie le plia en deux. C'est alors qu'Amaury surgit, alerté par le bruit, et s'interposa. Son corps frêle de citadin face à la brute provençale. Arrêtez. Il est à moi. Maintenant. Étienne ricana. Mais son poing s'abattit, effleurant l'épaule d'Amaury. Jules, voyant rouge, riposta avec une force née de l'amour, un uppercut qui envoya Étienne au sol, le nez en sang. La police arriva. Sirène hurlante dans la nuit parisienne. Étienne fut emmené. Menotté. Jurant vengeance. Jules, les phalanges écorchées, s'effondra dans les bras d'Amaury, sanglotant pour la première fois depuis l'enfance. Je l'ai perdu pour toujours. Amaury le serra, murmurant des mots d'apaisement en anglais et en français. Non. Tu m'as gagné. Moi. Et c'est plus fort. Le scandale familial s'étendit comme une marée noire. Étienne, libéré sous caution, inonda la famille de mensonges. Jules était un dépravé, un traître à la Provence. Les appels fusèrent. Les oncles et tantes coupant les ponts. La mère de Jules veuve depuis peu envoyant une lettre glaciale. Tu n'es plus mon fils. Jules sombra, refusant les chantiers, buvant seul dans des bars anonymes du quartier latin, où les souvenirs de nuits gaies se mêlaient à l'amertume du pastis. Amaury, lui, luttait pour son propre salut. Le concours d'architecture approchait, et son visa expirait dans un mois. Il passa des nuits blanches à peaufiner son projet, ce pont transatlantique, désormais dédié à Jules, avec des arches évoquant des bras enlacés. Mais la pression montait. Marc, sentant la faiblesse, revint à la charge, offrant un partenariat bidon pour sauver le visa d'Amaury en échange d'une nuit. Tenté un instant par le désespoir, Amaury refusa. Mais la graine de la trahison germait. Le point de non-retour survint lors d'une soirée au Moulin Rouge, où Amaury avait traîné Jules pour le sortir de sa torpeur. Les plumes et les paillettes virevoltaient. Un tourbillon de couleurs qui masquait à peine la laideur du monde. Au bar, ils croisèrent Marc, accompagné d'un producteur yankee au cigare et au sourire carnassier. Amaury. Mon vieux. Et qui est ce mécano charmant? Ricana Marc. Jules, déjà ivre, se raidit. Mais Amaury, sous le feu des projecteurs, rit nerveusement, laissant Marc glisser une main sur son bras, un geste amical. Dit-il plus tard, mais perçu comme une trahison par Jules. La nuit se termina en apothéose dramatique, dans une ruelle derrière le cabaret, sous les néons clignotants. Jules accusa Amaury de le rabaisser, de le voir comme un plombier pittoresque pour ses amis branchés. Tu m'aimes vraiment? Ou c'est juste l'exotisme d'un ouvrier pour ton petit compte américain? Amaury, blessé, hurla en retour. Et toi? Tu crois que je suis ton sauveur blanc? J'ai mes propres démons. Ils se séparèrent sous la pluie. Une fois de plus. Mais cette fois, la porte claqua pour de bon. Les semaines suivantes furent un enfer solitaire. Jules reprit le travail, réparant des vies qu'il enviait, des couples hétéros bruyants, des familles heureuses. Il déménagea dans un studio exigu de Belleville, entouré de graffitis et de l'odeur d'épices immigrées, évitant le marais comme une plaie ouverte. Amaury, lui, remporta le concours. Son pont fut salué comme une fusion magistrale d'âmes européennes et américaines, obtenant un visa renouvelé et un contrat à New York. Mais la victoire avait un goût de cendre. Il erra dans les rues, passant devant l'ancien appartement, imaginant Jules sous la douche, et pleurait en silence.
La rédemption vint par une fuite inattendue ou ironie du sort. Le nouveau propriétaire de l'appartement d'Amaury, un jeune artiste, appela Jules en urgence. La chaudière, réparée par ses soins, rendait l'âme à nouveau. Jules accepta, le cœur serré, et se retrouva face au vide des lieux, les plans d'architecture arrachés des murs. Mais un carnet oublié dans un tiroir, rempli de croquis de leur pont. Avec une dédicace, pour Jules. Mon encre dans la tempête. Ce soir-là, sous une pluie fine qui lavait les toits de Paris, Jules composa le numéro d'Amaury. J'ai trouvé ton carnet. Et j'ai besoin de réparer quelque chose. Ils se rencontrèrent sur le pont des Arts, là où les cadenas d'amoureux rouillés pendaient comme des promesses fanées. Amaury arriva en taxi. Valise à la main, il partait pour New York le lendemain. Je ne peux pas te promettre l'éternité, avoua-t-il, les yeux humides. Mais je peux te promettre aujourd'hui. Ils s'embrassèrent sous les flocons de neige qui se mêlaient à la bruine. Un baiser lent, profond, chargé de tous les regrets et des espoirs renaissants. Jules murmura contre ses lèvres, les cœurs, ça fuit toujours un peu. Mais on peut apprendre à colmater les brèches. Amaury rit. Un rire libérateur. Et ils marchèrent le long de la Seine, main dans la main, ignorant les regards. New York attendrait, Paris. Ce soir était leur réparation. Le printemps revint sur la ville, avec ses cerisiers en fleurs le long des boulevards. Amaury prolongea son séjour, négociant un télétravail hybride qui lui permettait de diviser son temps entre les gratte-ciel Yankees et les cafés parisiens. Jules, apaisé, affronta sa famille par une lettre manuscrite, pas de cris. Juste des mots simples sur l'amour qui guérit, pas qui détruit. Sa mère, touchée dans son deuil, répondit d'une carte postale, viens à Pâques. Apporte ton américain. Leur vie n'était pas un conte de fées hollywoodien, il y avait encore des disputes sur les factures. Des nuits où la jalousie ressurgissait comme une vieille fuite. Des doutes sur l'avenir avec un océan entre eux. Mais ils apprirent la patience, Jules réparait les tuyaux. Amaury les rêves. Ensemble, ils posèrent un cadenas sur le pont des Arts gravé Jules et Amaury, réparés. Et le jetèrent dans la Seine quand la mairie les interdit. Riant de cette rébellion douce. Un an plus tard, lors d'un voyage à New York, Amaury présenta Jules à ses vieux amis de Brooklyn, des artistes queer, des architectes radicaux, qui les acclamèrent autour d'un barbecue sur un toit avec vue sur Manhattan. Jules, mal à l'aise au début dans ce monde de néon et de loft, trouva sa place en racontant comment il avait réparé un cœur transatlantique. Et quand ils rentrèrent à Paris, enlacés dans le train de nuit, ils surent que l'amour n'était pas une ligne droite, mais un réseau de canalisation entrelacé, tortueux, solide, éternellement en flux. Ainsi, dans la ville des Lumières, deux âmes brisées devinrent une seule flamme, illuminant les ombres de leur passé. Et si la vie continuait de fuir par endroits, ils savaient désormais comment reboucher les trous avec tendresse, avec vérité, avec un amour qui transcendait les océans et les préjugés. La routine s'installa comme une brume matinale sur la Loire, enveloppante et trompeuse. Jules et Amaury, après leur réconciliation sur le pont des Arts, avaient emménagé ensemble dans un appartement plus grand du 11e arrondissement. Un loft aux poutres apparentes que Amaury avait retapé avec l'aide experte de son plombier amant. Les matins commençaient par le parfum du café filtre, un rituel américain imposé par Amaury, et se terminaient par des dîners tardifs, où Jules cuisinait des ratatouilles provençales pendant qu'Amaury esquissait des modifications à son pont virtuel. Désormais un projet financé par une fondation franco-américaine. Mais sous cette harmonie, les ombres persistaient. Étienne, le frère de Jules, n'avait pas digéré sa défaite. Libéré de tout chef d'accusation ou une bagarre familiale. Rien de plus
Il ruminait dans son garage de Marseille, entouré de pièces détachées et de bouteilles vides. Il contacta Jules par un message laconique, « Papa aurait honte. Reviens avant que je vienne te chercher. » Jules effaça le texto. Mais le poison s'infiltra, le réveillant la nuit en sueur froide. Il se blottissait alors contre Amaury, qui murmurait des berceuses en anglais, des bribes de chansons de Sinatra pour chasser les fantômes. Amaury, de son côté, luttait avec son double exil. New York appelait, des réunions virtuelles avec des investisseurs qui exigeaient sa présence physique. Des invitations à des galas ou marques. L'ex insatiable paradait toujours, semant des rumeurs sur l'architecte qui s'est perdu dans les bras d'un bleu. Lors d'un voyage obligatoire à Manhattan en mars, Amaury céda à la tentation d'un verre avec d'anciens collègues, un verre qui devint deux. Puis un flirt innocent avec un barman aux yeux bleus. Rien de concret. Juste un baiser volé dans l'ombre d'un speakeasy. Mais la culpabilité le rongeait comme l'acide sur le métal. De retour à Paris, il confessa tout à Jules lors d'une promenade sous les cerisiers du Champ de Mars. C'était stupide. Une faiblesse. Comme avec Marc. Je ne sais pas réprimer ce besoin d'approbation. Jules, les poings serrés autour de la laisse de leur nouveau chien à un bâtard rescué des rues, baptisé Brooklyn, explosa, toujours la même histoire. Tu répares les ponts pour le monde. Mais pas le nôtre. Ils se disputèrent violemment, les mots claquant comme des fouets. Jusqu'à ce que Jules parte, errant jusqu'au lever du soleil dans les bars gays de Châtelet, où des inconnus offraient un oubli temporaire. Le conflit s'envenima quand Étienne décida d'agir. Il se rendit à Paris incognito, logeant dans un hôtel miteux de la Goutte d'Or, et contacta Marc via un réseau d'amis communs, ces cercles interlopes où les ragots valaient de l'or. Ton ex est avec mon frère. Un travelot qui répare des chiottes. Aide-moi à les séparer. Et je te dois une faveur. Marc, opportuniste jusqu'à la moelle, accepta. Il envoya à Amaury une série de photos anonymes, Jules, torse nu dans un bar, enlacé avec un inconnu ou des images truquées, volées et manipulées à partir de profils en ligne. Amaury reçut les messages lors d'une visio avec New York, le cœur se serrant comme un étau. C'est fini? Tapatait-il à Jules, avant de bloquer son numéro. La trahison imaginaire le propulsa dans une spirale, il annula les dîners, travailla jusqu'à l'épuisement, et accepta une offre pour un poste permanent à Brooklyn, prétextant l'opportunité d'une vie. Jules, découvrant les photos lors d'une confrontation forcée où il força la porte avec une clé de secours, hurla sa vérité, c'est du fake. Ton salaud d'ex essaie de nous détruire. Mais le mal était fait. Amaury, aveuglé par la douleur, refusa de croire, accusant Jules de deux poids, deux mesures. Tu m'as jugé pour un baiser. Et toi? Regarde-toi. La dispute culmina en une gifle, la première, donnée par Jules dans un élan de frustration. Le silence qui suivit fut assourdissant. Amaury fit ses valises ce soir-là, laissant derrière lui le loft, le chien, et un Jules effondré sur le sol, pleurant comme un enfant. Les mois d'été furent un exil mutuel. À New York, Amaury plongea dans le tourbillon, des lofts vitrés avec vue sur l'Hudson, des cocktails avec des mécènes, des nuits solitaires où il revoyait le visage de Jules dans les reflets des gratte-ciel. Son pont, construit enfin, fut inauguré sans lui, il avait cédé les droits pour un chèque substantiel, se sentant indigne de son propre rêve. Marc, sentant la victoire, tenta une approche, un dîner d'amis qui se transforma en séduction éhontée. Amaury, écœuré, le repoussa. Mais le doute s'insinua, était-il fait pour l'amour durable? Ou juste pour les éclats fugaces? À Paris, Jules sombra dans l'apathie.
Il reprit ses chantiers. Mais ses mains tremblaient sur les outils. Et ses nuits se noyaient dans le whisky bon marché. Le chien, Brooklyn, devint son seul compagnon fidèle. Dormant à ses pieds tandis qu'il fixait le plafond. Se remémorant les rires partagés. Les matins enlacés. Étienne, triomphant. L'appela, tu vois? Les PD finissent seuls. Mais Jules raccrocha. Une rage nouvelle bouillonnant en lui. Il contacta un avocat. Intentant un procès pour diffamation contre son frère, pas pour la vengeance. Mais pour clore le chapitre familial. Le tournant survint en septembre. Lors d'une exposition d'architecture au Centre Pompidou. Amaury. De passage à Paris pour un symposium. Y assista incognito. Le cœur battant. Parmi les maquettes flottait son pont. Une version hybride qu'un collaborateur avait finalisée avec des touches provençales, des motifs de vigne entrelacés aux arches. Et là, au pied de la structure, se tenait Jules. En chemise propre et pantalon repassé. Brooklyn à la laisse. Discutant avec un journaliste. C'est l'œuvre d'un ami, disait-il. La voix brisée mais fière. Un pont qui relie les cœurs brisés. Leurs regards se croisèrent à travers la foule. Un choc électrique qui figea le temps. Amaury s'approcha. La gorge nouée. Jules. L'autre se raidit. Puis fondit. Les larmes coulant librement. Pourquoi es-tu revenu, murmura-t-il. Amaury, posant une main sur son bras, répondit, parce que sans toi. Mon pont n'est qu'un tas de ferraille. Ils parlèrent des heures durant. Dans un café adjacent. Confessant les abysses traversés, la manipulation de Marc. La résilience de Jules face à Étienne. Qui avait finalement capitulé face aux preuves du procès et à une lettre de leur mère implorant la paix. Cette nuit-là, ils rentrèrent au loft. Redécoré par Jules en un sanctuaire chaleureux, des photos encadrées de Provence et de Brooklyn. Un atelier partagé où les outils côtoyaient les crayons à esquisse. Leur réconciliation fut lente. Physique et spirituelle, des caresses hésitantes qui devinrent passionnées. Des promesses scellées sous les draps. Plus de secrets. Brooklyn. Sage spectateur. Ronflait à leurs pieds. L'automne les enveloppa d'une douceur nouvelle. Amaury accepta un compromis, 6 mois à Paris. 6 à New York. Avec Jules le rejoignant pour des réparations transatlantiques. Le procès contre Étienne se solda par une médiation familiale, le frère. Confronté à sa propre solitude. Présenta des excuses laconiques. Et une trêve fragile s'installa. La mère de Jules invita le couple à Noël. Un repas provençal où les olives et les histoires coulèrent à flots. Brisant les silences. Pourtant, l'équilibre fragile vacilla dès l'hiver suivant. New York. Avec son rythme effréné. Reprit ses droits sur Amaury. Lors d'un gala au MoMA. Entouré de mécènes en smoking et de critiques acérées. Il croisa à nouveau Marco plus affiné. Plus dangereux. Avec un nouveau contrat hollywoodien à proposer. Reviens. Amaury. Ton plombier ne tiendra pas le choc de ta vraie vie. Les mots s'enracinèrent comme une mauvaise herbe. Et quand Amaury rentra tard ce soir-là dans son loft temporaire de Brooklyn. Un texto de Jules l'attendait, appelle-moi. J'ai eu des nouvelles de maman. Elle est malade. Le vol pour Paris fut un cauchemar de turbulence. Miroir de l'âme tourmentée d'Amaury. À l'hôpital de Marseille. Il trouva Jules au chevet de leur mère. Une femme frêle aux cheveux grisonnants. Rongée par un cancer qu'elle avait eu pour ne pas gêner. Mon fils. Et son américain. Murmura-t-elle en voyant Amaury. Un sourire faible éclairant son visage. Les jours suivants furent un balai d'émotions, Jules. Stoïque en surface. S'effondrait en privé. Réparant les machines médicales comme pour conjurer le sort. Amaury. Impuissant.
Dessinait des plans d'extension pour la chambre, un balcon avec vue sur la mer. Pour que la mourante sente le Mistral une dernière fois. La nuit de la mort. Sous un ciel étoilé provençal. Jules et Amaury veillèrent ensemble sur le balcon improvisé. Elle t'aimait? Tu sais. Dit Jules. La voix rauque. Elle voyait en toi la force que j'ai toujours cherchée. Ils s'embrassèrent. Un baiser salé de larmes. Mais au matin. Le deuil creusa un fossé, Jules. Ancré dans la terre de ses ancêtres. Insista pour rester à Marseille, organiser l'enterrement et gérer l'héritage familial, la maison Olivray. Les dettes accumulées. Amaury. Avec des deadlines new-yorkaises. Dut repartir. Promettant un retour rapide. Mais le départ fut une fracture. Seul à Brooklyn. Amaury sombra dans le travail frénétique. Acceptant des contrats qui l'éloignaient de plus en plus. Marc. Sentant la brèche. Devint omniprésent, un conseil amical par-ci. Un dîner professionnel par-là. Lors d'une soirée arrosée. Sous les lumières pulsantes d'un club de Chelsea. Amaury céda pas un baiser. Mais une nuit entière. Un abandon alcoolisé où il se perdit dans les bras de l'ex. Cherchant un oubli éphémère au vide laissé par Jules. À Marseille. Jules apprit la trahison par un appel anonyme d'Étienne le frère. Aigri par le testament qui léguait la maison à Jules et son compagnon. Avait engagé un détective privé pour surveiller. Ton Yankee t'a baisé. Littéralement. Cracha-t-il au téléphone. Jules. En pleine organisation des funérailles. S'effondra dans la vieille cuisine de la maison familiale. Entouré de photos jaunies où il posait enfant avec sa mère. La rage le consuma, il vola jusqu'à Paris. Non pour confronter Amaury. Mais pour vider le loft. Emportant ses outils. Le chien. Et un silence définitif. La confrontation eut lieu à l'aéroport Charles de Gaulle. Un lieu ironique de départ et d'arrivée manquée. Amaury. Rentrant pour les funérailles avec une bague d'engagement cachée dans sa poche, un anneau d'argent gravé d'un compas. Symbole de leur premier baiser. Vit Jules au guichet. Valise à la main. Direction Marseille. Attends, cria-t-il. Traversant la foule. Jules se tourna. Les yeux froids comme la Méditerranée en hiver. Trop tard. Tu as réparé ton ego avec lui. Moi. Je répare ma vie seule. Les mots fusèrent comme des éclats de verre, accusation de faiblesse pour Amaury. De lâcheté pour Jules qui fuit toujours vers le sud. La sécurité intervint. Séparant les amants hurlants. Et Jules embarqua. Laissant Amaury à genoux dans le terminal. La bague serrée dans son poing jusqu'au sang. Les funérailles furent un calvaire, Jules. Soutenu par une cousine compatissante. Enterra sa mère sous les oliviers. Murmurant des adieux provençaux tandis qu'Amaury. À des milliers de kilomètres. Pleurait dans un taxi new-yorkais. Le vide s'étendit comme une marée basse. À New York. Amaury rompit définitivement avec Marc lors d'une scène publique au gala suivant, « Tu n'es qu'un pansement pour mes blessures. » Mais Jules. Il est la cicatrice qui guérit. Il démissionna de son poste. Vendant son loft pour financer un projet fou, une fondation pour architecture queer. Des espaces inclusifs reliant les diasporas LGBTQ+ d'Europe et d'Amérique. Mais les nuits étaient hantées par l'absence de Jules. Par le fantôme d'un chien qui n'aboyait plus à ses côtés. À Marseille. Jules transforma la maison familiale en auberge modeste, l'Olivier réparé. Un havre pour voyageurs solitaires. Où les chambres offraient des vues sur les collines et des ateliers de bricolage gratuits ou une thérapie symbolique pour les cœurs brisés. Étienne. Confronté à son propre vide après la mort de la mère. Tenta une réconciliation maladroite, une bouteille de pastis tendue sur le pas de la porte. Désolé. Frangin. J'étais en colère contre moi-même. Jules accepta. Non par pardon immédiat. Mais par un humanisme hérité de sa mère, assieds-toi.
On parle. Pourtant. La solitude pesait. Les nuits. Jules réparait des vieux moteurs dans le garage. Écoutant des playlists partagées autrefois avec Amaury ou du jazz mêlé de chansons françaises mélancoliques. Brooklyn. Le chien. Fixait la porte comme si elle allait s'ouvrir. Un soir de juin. Sous un ciel étoilé. Jules composa un numéro qu'il n'avait pas effacé. Pas pour supplier. Mais pour clore, j'ai vendu le loft. L'argent est sur ton compte. Prends soin de toi. Amaury. En train d'esquisser un nouveau pont aux 7 fois. Reliant Marseille à New York. Répondit d'une voix brisée, Jules. Je vends tout. Je viens. Pas pour réparer. Mais pour reconstruire. Le silence qui suivit fut chargé d'espoir timide. Jules raccrocha. Les larmes coulant. Mais un sourire naquit, peut-être que les fuites n'étaient pas éternelles. L'été provençal s'ouvrit comme un livre ancien. Page jaunie par le soleil impitoyable. Jules, dans sa nouvelle vie d'aubergiste, accueillait des âmes errantes, un couple de randonneurs belges en crise conjugale. Un artiste berlinois fuyant un coming out raté. L'Olivier réparé devint un sanctuaire. Où les dîners collectifs sous les arcades racontaient des histoires de résilience. Et où Jules, en maître de maison bourru, offrait des conseils pratiques, un cœur bouché. Ça se débouche avec du temps et de la patience. Mais l'appel d'Amaury hantait ses jours. La semaine suivante. Un taxi crachota sur le chemin de terre menant à la maison. Et Amaury en descendit. Sac à dos sur l'épaule. Brooklyn sautant joyeusement à ses pieds où le chien avait été récupéré via un ami commun. Jules, en short kaki et chemise ouverte révélant son torse salé par le labeur, se figea sur le seuil. Tu es venu. Pas une question. Une constatation. Lourde de tout ce qui n'avait pas été dit. Ils parlèrent des heures. Assis sur les marches de pierre. Le Mistral caressant leur visage. Amaury confessa sa nuit avec Marc, c'était du vide. Jules. Un puits sans fond. Toi. Tu es l'océan. Jules. À son tour. Avoua sa peur viscérale, après maman. J'ai cru que l'amour était une perte. Mais te perdre. C'était pire. Pas de promesses grandioses. Juste un accord, recommencer à zéro. Comme un chantier neuf. Sans bagages inutiles. Les jours suivants furent une redécouverte sensuelle et tendre. Ils réparèrent la maison ensemble, Amaury dessinant des extensions architecturales ou une véranda vitrée pour les étoiles. Jules posant les fondations avec ses mains expertes. Les nuits. Sous les draps de lin frais. Leur corps se racontait les absences, caresses lentes explorant les cicatrices nouvelles. Murmures en deux langues fusionnant en un patois intime. Brooklyn. Ravi. Courait entre leurs jambes. Symbole d'une famille recomposée. Pourtant. Les ombres extérieures rôdaient. Marc, furieux d'avoir été éconduit publiquement, lança une campagne sournoise, des articles anonymes dans des blogs d'architecture accusant Amaury de favoritisme queer dans ses projets. Sapant sa réputation naissante. À Marseille. Étienne, malgré sa trêve, sombra dans l'alcoolisme. Appelant Jules en pleurs nocturnes pour des récriminations, tu as tout pris, la maison. Maman? Et maintenant ce gringo qui te manipule. Jules, épuisé, posa des limites, thérapie ou plus d'appel. Son frère choisit la première option. Un pas chancelant vers la guérison. Le vrai test vint en août. Lors d'un festival d'architecture à Aix-en-Provence. Amaury présenta un projet collaboratif, une extension pour l'Olivier réparé. Un espace communautaire pour la communauté LGBTQ+ du sud de la France des ateliers. Des thérapies. Un pont vers l'acceptation. Jules, fier mais nerveux, l'accompagna, serrant la main d'Amaury sous les applaudissements.
Mais au cocktail d'après, Marc surgit, flanqué de journalistes complaisants. Amaury. Racontez-nous comment votre muse ouvrière inspire vos créations. Le ton était moqueur. L'insinuation homophobe voilée. Jules Bouilly. Prêt à en découdre. Mais Amaury. Avec le calme d'un architecte face à un plan défaillant. Répondit, ma muse. C'est un homme qui répare ce que le monde brise. Et si vous parlez d'amour? Oui. Il m'inspire au plus que vos ragots. La salerie. Marc rougit. Et la presse transforma l'incident en une histoire virale de résistance queer provençale. Le succès fut immédiat, des dons affluèrent pour la fondation. Et l'Olivier réparé devint un phare. Pourtant, la victoire masqua une fissure naissante. Amaury reçut une offre irrésistible, diriger un bureau à San Francisco. Un hub d'innovation verte avec un salaire à 7 chiffres. C'est l'opportunité de connecter nos mondes. Plaida-t-il à Jules lors d'un dîner aux chandelles sous les oliviers. Mais Jules, enraciné dans sa terre, sentit la peur ressurgir, encore un départ? Combien de ponts avant que tu me laisses sur la rive? La dispute fut feutrée. Mais profonde, Amaury accusant Jules de peur du changement. Jules reprochant à Amaury son nomadisme yankee. Ils se séparèrent pour la nuit. Amaury dormant dans une chambre d'invité. Jules veillant avec une bouteille de rosé. Au matin. Une lettre glissée sous la porte de la main d'Étienne. Sobre pour la première fois, frangin. L'amour fixe les fuites. Il ne les crée pas. Ne le laisse pas partir. Ces mots, simples, brisèrent la glace. Jules trouva Amaury sur la véranda. Esquissant un nouveau plan, un bureau satellite à Marseille pour le projet californien. Et si on construisait ensemble? Pas un pont transatlantique. Mais un chez nous ici. L'automne les vit solidifiés. La fondation s'étendit. Avec des chapitres à Paris et New York. Mais le cœur à Marseille. Étienne, en rémission alcoolique, vint aider aux travaux. Ses mains calleuses posant des briques aux côtés de celles de Jules, une réconciliation muette. Scellée par une partie de pétanque où Amaury, maladroit mais riant, perdit lamentablement. L'hiver 2026 apporta une neige rare en Provence, saupoudrant les oliviers d'un voile blanc qui adoucissait les contours du monde. L'olivier réparé bourdonnait d'activités, des retraites pour jeunes queers en fuite. Des ateliers où Jules enseignait le bricolage comme métaphore de l'acceptation de soi ou une vis desserrée. Ça ne fait pas de toi un raté, ça fait de toi humain. Amaury, navetteur entre continents, rentrait chaque vendredi. Atterrissant à Marignane avec des cadeaux, des vinyles de jazz pour les soirées feux de cheminée. Des esquisses de ponts miniatures pour le jardin. Mais le destin. Ce farceur parisien exilé au sud testa leur union une dernière fois. En janvier, lors d'une tempête qui inonda la région. La maison familiale mal isolée malgré les réparations a subi des dégâts majeurs, toiture effondrée. Murs fissurés. Un chaos d'eau et de boue. Jules, offrant des secours pour les invités, appela Amaury en panique, tout part en vrille. J'ai besoin de toi. Amaury. En pleine réunion à San Francisco. Annula tout, bouquant le premier vol. Mais une grève aérienne le bloqua à Paris. Seul face au désastre. Jules coordonna les efforts, Étienne arriva avec son camionnette chargée de matériaux. Travaillant côte à côte sans un mot superflu. Leur sueur se mêlant sous la pluie. Les invités, transformés en volontaires, rebouchèrent les brèches. Et au milieu du tumulte, Jules réalisa, sa force n'était plus dans la solitude provençale, mais dans ce réseau tissé d'amour et de hasard. Quand Amaury arriva enfin, 3 jours plus tard, trempé et épuisé, la maison tenait bon pas intacte, mais debout. Ils disent que les tempêtes révèlent les fondations, murmura Amaury en enlaçant Jules dans les décombres. Les nôtres sont solides.
Cette nuit-là, alors que la pluie s'apaisait, ils firent l'amour sur un matelas gonflable au milieu du salon ouvert aux éléments. Un acte primal de reconquête. Leurs corps fusionnant sous les étoiles visibles par le toit béant. Le printemps ramena la renaissance. La maison, rebâtie avec des matériaux éco-responsables conçus par Amaury, devint un modèle pour la fondation Réparation durable. Un programme aidant les communautés queer touchées par les catastrophes climatiques. Étienne, stabilisé, s'impliqua même, formant des apprentis plombiers locaux, une rédemption silencieuse qui combla le vide fraternel. En été, lors d'une cérémonie sur une colline oliveraie, Jules et Amaury échangèrent des vœux informels, pas de prêtre. Juste Brooklyn comme témoin. Et Étienne comme photographe maladroit. Je te répare. Tu me rêves. Scanda Jules. Anneau d'argent glissé au doigt d'Amaury. Et ensemble, on défie les fuites du monde. La réception fut un festin provençal américain, barbecue au foie gras. Danse sur du jazz live. Avec des invités de Paris à New York toquant des verres à leur santé. L'automne les trouva installés, Amaury, semi-retraité de San Francisco, supervisant des projets à distance depuis Marseille, Jules, expandant l'auberge en un centre culturel. Les disputes persistaient sur les factures d'avion. Les traditions familiales. Mais elles se résolvaient en rire, en câlin, en une maturité conquise. Un soir de novembre, 5 ans jour pour jour après leur première rencontre pluvieuse à Paris, ils se promenèrent sur la plage des Calanques. La mer Méditerranée murmurant des secrets anciens. J'ai engagé un plombier, plaisanta Amaury, serrant la main de Jules. Et il a réparé bien plus que mes canalisations. Jules rit, l'embrassant sous le ciel crépusculaire. Et moi, j'ai trouvé un architecte qui a bâti un pont vers mon cœur. Dans cette vie tissée de drames et de tendresse, d'exil et de retour, ils apprirent que l'amour n'est pas une réparation parfaite, mais un flux constant, des fuites colmatées, des rêves arqués, un humanisme qui transcende les continents. Et sous les étoiles provençales, 2 âmes, autrefois brisées, brillaient d'une lumière indéfectible, un phare pour tous ceux qui cherchaient encore leur encre.